Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier webinaire de l'année qui, bien sûr, traitera de ce qu'il fallait retenir absolument de la veille légale et réglementaire en 2024 et également ce qu'on va pouvoir en prévoir pour 2025. Cette veille légale et réglementaire a été vraiment très dense. Donc, je vous propose de ne pas trop attendre pour commencer le webinaire, puisque nous sommes ensemble pour 1 heure. À la fin, nous prendrons bien sûr vos questions et nous y répondrons tout à la fin du webinaire. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à les poser dans la partie questions-réponses, pas dans le chat. Ça nous permettra de mieux les gérer, s'il vous plaît. N'hésitez pas aussi à nous faire part de tous vos commentaires. À la fin, nous vous inviterons d'ailleurs à répondre à un questionnaire de satisfaction. Nous aussi, nous sommes dans le cadre de l'amélioration continue. Donc, nous attendrons de vous que vous nous fassiez tous les retours nécessaires pour que nos webinaires soient de plus en plus pertinents et répondent à vos besoins. Je vais d'ores et déjà partager mon écran. Je sais que vous êtes très nombreux aujourd'hui à nous rejoindre, plus de 500 inscrits, donc vous allez arriver au fur et à mesure. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fallait retenir absolument de cette veille légale et réglementaire en 2024? Vous allez voir qu'en effet, cette veille, elle était particulièrement dense. Et je vous prie de m'excuser par avance si je ne traite pas tous les sujets aujourd'hui, parce qu'en 1 heure de temps, c'était un petit peu une gageure d'y arriver. Mais bon, on va quand même voir les grandes tendances. Vous allez voir qu'effectivement, ces informations, elles étaient très nombreuses, qu'on a pu avoir aussi des rumeurs un petit peu contradictoires parfois. Et il faut quand même bien se méfier de ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, hein. C'est pas toujours juste, donc c'est important de croiser et vos sources et vos informations. L'environnement légal et réglementaire de la formation professionnelle, il est toujours aussi mouvant et complexe. C'est un environnement qu'il faut surveiller de près parce que au fur et à mesure, et on l'a vu aujourd'hui avec toutes les instabilités gouvernementales, on a eu beaucoup d'effets d'annonce et puis finalement des choses qui ne se sont pas forcément révélées justes. Donc cet environnement, il faut le surveiller de très près et puis nous, on est là pour vous y aider, évidemment. Les contrôles sont nombreux et ont tendance à être renforcés dans tous les domaines, on va le voir ensemble. Et les financements aussi ont tendance à se réduire. Bon, tout ça, ça ne vous met pas de très bonne humeur pour ce début d'après-midi, mais enfin, on va quand même tenter de rester positif et de voir en quoi les informations qu'on va vous partager aujourd'hui vont vous aider. Parce que, vous le savez, la veille légale et réglementaire, c'est une obligation, effectivement, dans le cadre de Calliope. L'indicateur 23 vous invite à réaliser, à partager et à exploiter cette veille légale et réglementaire du champ de la formation professionnelle. C'est important, mais ce n'est pas important qu'au titre de Calliope, et ça, je ne le répéterai jamais assez. Votre organisme, qu'il soit soumis ou non à cette certification, doit forcément réaliser une veille légale et réglementaire parce qu'il en va de votre durabilité, tout simplement. Les contrôles sont nombreux, que vous soyez financé ou non, la DRED se peut de toute façon venir vous contrôler. C'est important d'être toujours en parfaite adéquation avec cet environnement légal et réglementaire. Donc, ce webinaire s'adresse à vous si vous êtes un acteur de la formation, un OF, un centre de formation par apprentissage, un centre de bilan de compétences, un accompagnateur VAE, un formateur, un consultant, un auditeur Calliope, un organisme de certification Calliope. Bien sûr, voilà, vous êtes un acteur de la formation et c'est important que vous soyez au courant de tout ce qui se passe dans votre univers. Vous souhaitez décrypter les informations qui ont fait cette actualité? Eh bien, voilà, c'est ce qu'on se propose de faire pendant cette heure ensemble. Et vous souhaitez comprendre comment organiser les informations que vous allez collecter et les exploiter de façon utile, comme je le disais, dans le cadre de Calliope, mais surtout au bénéfice de votre organisation. On va tout de suite justement lancer un sondage pour savoir qui vous êtes. Donc, je le lance. Voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes dans un organisme de formation ou dans les autres cas cités. Vous pouvez cocher plusieurs cas si vous avez plusieurs casquettes, comme c'est mon cas par exemple.
Donc, on a laissé la possibilité de vous identifier sur plusieurs catégories. Et j'en profite pendant que vous répondez de me présenter. Voilà, quand vous répondez à cette question, je vais me présenter un petit peu. Donc, je m'appelle Alexa Rousseau. Je suis auditrice et accompagnatrice Calliope, donc depuis l'origine du référentiel, en fait. Pendant 10 ans, j'ai été formatrice et gestionnaire d'OF, je le suis toujours, dans divers cadres, gros et petits. Donc, ça m'a donné forcément une expérience de cet univers et notamment de la partie légale et réglementaire, puisque dans mes expériences précédentes, j'étais moi aussi déclarante RNCP, soumise au Datadoc à l'époque, puis à Calliope ensuite. Donc voilà, c'était important que je vous le dise parce que je comprends tout à fait les difficultés que vous pouvez rencontrer et je les partage puisque j'ai toujours un organisme de formation à ce jour. Je suis fondatrice de Veille Formation. Comment m'est venue cette idée? Tout simplement en écoutant les clients dans mes accompagnements comme dans les audits. La veille, ça reste un sujet difficile à adresser. C'est chronophage. C'est difficile de comprendre comment on prend ces informations et on en fait quelque chose. Donc vraiment, nous avons eu à cœur, en créant Veille Formation, à faciliter ces étapes, donc à vous proposer un outil qui soit vraiment à 360 sur ces sujets. On en reparlera à la fin du webinaire si vous le souhaitez, mais l'idée, c'est de comprendre que voilà, Veille Formation, c'est le compte LinkedIn que vous connaissez où on partage à minima 2 éléments de veille par semaine, mais c'est aussi une plateforme sur laquelle on vient poser tous les éléments qui sont nécessaires à la gestion de votre veille, la réalisation, le partage, l'exploitation. Et nous vous invitons à venir nous découvrir parce que nous y mettons beaucoup de cœur, hein. C'est vraiment notre credo. Ce n'est pas simplement une activité commerciale à nos yeux. Tous les experts de veille formation sont là pour vous aider à appréhender ces sujets. On va tout de suite. Alors, je vais mettre fin au sondage. Hop, on va tout de suite, voilà, partager les résultats pour voir un petit peu, voilà, qui nous accompagnait aujourd'hui. Je vais arrêter le partage. Hop. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Commençons bien sûr par l'actualité Calliope. Alors, vous l'avez vu, 2 nouvelles versions ont vu le jour entre novembre 2023 et janvier 2024. Nous attendions une nouvelle version avec impatience pour clarifier certains points. Ce guide de lecture version 8 a modifié pas mal de petites choses quand même et il fallait être attentif pour bien les comprendre. Il a modifié les niveaux attendus, c'est-à-dire ces blocs gris qui se trouvent à droite de l'indicateur et qui viennent préciser l'exigence de l'indicateur en question. La version 8 aussi a modifié et créé de nouvelles obligations spécifiques propres à certaines catégories d'actions ou à des typologies d'actions comme les formations certifiantes, les nouveaux entrants ou en cas d'accueil des personnes en situation de handicap. Et là, je vous invite à bien regarder ces obligations spécifiques. Je le vois dans le cadre des audits, ce n'est pas toujours bien compris. On est d'accord, les indicateurs 3, 7 et 16 ne concernent que les certifications enregistrées au RNCP. En revanche, ces obligations spécifiques qui sont propres aux formations certifiantes, quand elles concernent les formations certifiantes, concernent bien RNCP et RS. Donc ça, c'est typiquement le genre d'incompréhension qui donne lieu à des non-conformités lors des audits. Donc, bien lire quelles sont les obligations spécifiques et voir si vraiment elles ne vous concernent pas. Si elles vous concernent, bien comprendre ce qui vous est demandé et faire les modifications nécessaires. Le guide de lecture version 8 est aussi venu préciser des choses dans le cadre de nota bene, qui sont les bienvenus quand même parfois pour comprendre ce qui est attendu, et est venu aussi ajouter des exemples de preuves, qui ne sont que des exemples, hein. Vous savez, les preuves qui sont mentionnées pour chaque indicateur ne sont que des exemples. Vous pouvez trouver vos propres
vos propres façons de répondre à l'indicateur. Voilà, les exemples sont là pour vous donner des idées de réponses. Mais voilà, la version 8 est venue enrichir ces exemples de preuves pour vous y aider et a aussi proposé un glossaire qui vous aide à comprendre les définitions de termes qui parfois sont apparus dans le cadre de Calliope. Donc là aussi, une lecture attentive s'impose. Euh, pour vous y aider, nous avions publié en son temps un décryptage du guide V8 et V9. On va parler de la V9 ensuite. Et aussi un webinaire qu'on avait réalisé en partenariat avec Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine pour comprendre l'impact de ces guides de lecture sur la préparation de son audit de renouvellement et comment effectivement s'y préparer utilement. Voilà. C'est surtout cette version 8 qui est venue quand même un petit peu bouleverser les choses, pas pour tout le monde, mais pour certains assez clairement, notamment effectivement dans le cas des certifications professionnelles comme pour les CFA. On est venu vraiment aller beaucoup plus en profondeur pour la prise en charge aussi, la prise en compte du handicap en formation. La version 9, elle, est venue simplement prendre en compte les spécificités liées à la sous-traitance. Ces précisions, elles sont intervenues à la suite de la parution du décret du 28 décembre 2023 qui instaurait l'obligation pour les sous-traitants d'un organisme dispensant des formations au CPF de se certifier à compter du 1er avril 2024. Donc, il était nécessaire d'avoir un guide de lecture qui prévoit effectivement le cas de la sous-traitance et qui explique qu'est-ce qui allait être audité ou non, qu'est-ce qui était en charge du sous-traitant ou de son donneur d'ordre. Et en tout cas, on invite les donneurs d'ordre et les sous-traitants à bien définir justement les termes de leur collaboration dans le cadre de leur convention de sous-traitance. Voilà. En 2023, un arrêté assez essentiel est sorti. Et pourquoi j'en reparle alors qu'on est sur la veille 2024? Ben, tout simplement parce que dans le cadre des audits, je constate aussi que cet arrêté, il n'a pas forcément été très bien compris, en fait. Et il y a encore des soucis de prise en compte des exigences de cet arrêté. Typiquement, vous le savez, enfin j'espère que vous le savez, l'affichage de votre certificat est obligatoire. Il est obligatoire dans vos locaux si effectivement vous recevez vos publics de formation dans vos locaux. Hein. Bien sûr, si ce ne sont que des bureaux, euh, ça n'a pas d'importance. L'idée est de diffuser ce certificat au public. Et si vous avez un site Internet, il est important que ce certificat soit présenté sur le site Internet en question. Il doit être accessible au premier clic. Donc, plutôt, plutôt le télécharger sur votre site de façon à ce que tout de suite, on puisse voir les informations de ce certificat parce que certains le présentent sur les sites des certificateurs et ce n'est pas toujours considéré comme conforme. Donc, attention à ça. De la même manière, nous vous avons préparé un décryptage de cet arrêté et le rappel des changements qui sont intervenus dans le cadre de cet arrêté au 1er septembre 2023. Ces décryptages sont assez précieux parce qu'on va dans le détail. Hein. On essaye d'être très pratico-pratique, de vous expliquer de façon très pointue ce qui va être important de prendre en compte et d'exploiter. Donc, n'hésitez pas, ils sont en téléchargement gratuit sur notre blog veilleformation.com. Vous pouvez les retrouver à tout moment. Dans le cadre de cet arrêté, il y avait aussi des choses très importantes sur les nouvelles modalités d'audit de surveillance, sur la précision du statut de nouvel entrant. Il était temps que, effectivement, cette précision soit faite. Sur le détail des informations à communiquer par l'audité en amont des audits. Hein. Vous le savez, si vous avez demandé une date pour votre audit de surveillance, le certificateur a dû vous demander certains éléments qui ne vous avaient pas forcément été demandés précédemment. Hein. C'est pareil si vous passez votre audit de surveillance. Voilà, depuis cet arrêté-là, il y a de nouvelles obligations sur le sujet. Cet arrêté est aussi venu préciser comment devaient être traitées certaines non-conformités.
Il a introduit une procédure de signalement. Donc ça, c'est important à savoir si effectivement, par exemple, vous n'affichez pas votre certificat, si vos programmes ne contiennent pas les 10 items de l'indicateur 1 et que un concurrent, par exemple, ou un bénéficiaire s'en aperçoit, il a toute légitimité aujourd'hui à faire une procédure de signalement auprès du certificateur. Et comme effectivement, les certificateurs sont connus via l'affichage du certificat, ils peuvent se rapprocher de lui pour lui indiquer leur mécontentement ou leur surprise vis-à-vis du non-respect de Calliope. Donc, important de rester dans ces éléments de communication, notamment en conformité avec les exigences du référentiel. L'arrêté aussi est venu préciser des choses sur la qualité d'organismes multisites, sur le transfert des certifications et sur les extensions de certification. Je ne rentre pas dans le détail parce qu'encore une fois, 1 heure, c'est très court, mais dans le décryptage, vous allez retrouver tous ces éléments. Je fais un rappel assez bref, mais très important sur la charte d'usage du logo Calliope, parce que là encore, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup trop de non-conformité liées à l'usage de ce logo. Le logo doit être systématiquement accompagné de la mention de la ou des catégories d'actions pour votre organisme est certifié. Donc, comme vous le voyez sur l'image, le logo Calliope qui est ici présente la catégorie d'action, action de formation. Hein, je me suis servi du logo de ma propre structure. Voilà. Vous devez aussi respecter la charte graphique, donc bien vous vérifier où cette mention doit figurer. Enfin, c'est très précis, hein, il y a même un millimétrage par rapport à ça. Vous devez faire en sorte que ce logo ne soit jamais associé à une action de formation en particulier. Donc, vous pouvez l'utiliser sur des éléments génériques, type catalogue, site internet sur la partie page d'accueil, par exemple, ou pied de page si vous le souhaitez, sur le livret d'accueil de votre structure, pourquoi pas, mais jamais sur un document lié à une seule formation ou une seule action, hein, si vous faites de la VAE ou du bilan de compétences. Donc, pas les conventions, pas les attestations, pas les convocations, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que ce ne sont pas vos actions qui sont certifiées Calliope, c'est votre organisme. Donc, pour ne pas créer de confusion, la charte d'usage la charte d'usage de la marque a été très précise sur ce qui est autorisé ou non. Et je vois encore effectivement en audit des erreurs de ce type. Donc, vous pouvez, dans le pied de page de vos documents, faire figurer en toutes lettres le fait que vous êtes certifié Calliope, en expliquant toujours pour quelle catégorie d'action. Tant que vous n'associez pas le logo, ça, c'est tout à fait possible. Voilà, je ne m'attarde pas plus là-dessus, mais j'attire votre attention puisque, effectivement, on voit encore trop souvent des négligences par rapport à ça. Alors, on passe aux informations un peu génériques. Nous avons essayé de faire un tri sur une année. En fait, c'est assez compliqué parce que beaucoup de choses se présentent à vous. Euh, je pense qu'on a essayé de faire au plus juste pour répondre aux besoins de tout le monde. Mais vous nous direz, hein, vous ferez vos retours et nous en tiendrons compte. Donc, si on regarde un peu les actualités qui peuvent concerner tout le monde. Alors, le format code, mise à jour du format code qui est intervenu en septembre 2024. Je ne sais pas si tout le monde connaît le format code, mais c'est un outil d'indexation de l'offre de formation et de certification, hein, qui est un référentiel finalement adopté par les principaux acteurs de la formation professionnelle. Vous le retrouvez dans Agora, dans Mon Compte Formation, dans le répertoire RNCP et RS, auprès de France Travail, de Certifinfo, etc. Donc, la 14e édition est venue s'enrichir, hein, se développer encore. On y retrouve 3649 descripteurs, c'est-à-dire des mots-clés pour décrire les domaines de formation. Le format code est venu s'enrichir de différents domaines de formation pour être toujours au plus clair et au plus précis avec ce qu'est le marché de la formation aujourd'hui.
C'est important de connaître cet outil parce que finalement, quand vous présentez ne serait-ce qu'une demande de financement auprès d'un OPCO, vous êtes toujours relié à un champ d'indexation de votre action. Donc, bien connaître cet outil va vous aider finalement à définir votre offre, à être au plus près de votre marché. Et c'est au-delà de la veille légale et réglementaire, c'est aussi une veille métier. Vous allez pouvoir sentir les évolutions de votre marché de formation. Donc, c'est un outil à connaître et à utiliser. Un autre outil qui est venu aussi s'enrichir d'une recherche par certification, c'est Keyform. C'est un outil qui a été lancé en septembre 2023 et développé par le réseau des Cariforef. Il est le référentiel des établissements de formation. Il a pour objectif de recenser les établissements de formation professionnelle et les centres de formation par apprentissage. Et vous pouvez, dans ce cadre, faire deux recherches. La recherche par établissement. C'est vraiment l'objet premier de cet outil hein, qui vous permet d'avoir accès en un seul endroit finalement à toutes les informations nécessaires sur un établissement. Donc, le SIREN, le SIRET, le nom de l'établissement évidemment, son NDA, mais aussi son état administratif, son nom d'enseigne, sa date d'ouverture, de fermeture s'il est fermé depuis, son code APE, etc. S'il est certifié, pour quelle catégorie d'action, si il a une habilitation au sens de France Compétences et sur quelle certification. Bref, c'est un outil précieux. Et effectivement, Keyform est venu s'enrichir d'une recherche par certification, puisque parfois, c'est l'inverse qu'on veut rechercher. On veut connaître pour une certification donnée les personnes, enfin les centres qui sont aujourd'hui habilités sur cette certification. Donc, vous pouvez utiliser cet outil qui est mis à jour, bien sûr, très régulièrement par le réseau des Cariforef. Et ainsi, à partir du code de la certification, vous allez avoir cette liste immédiatement. France Travail. Pourquoi parler de France Travail? Eh bien, parce que de nouvelles catégories d'actions, enfin, pardon, pas d'actions du tout, de nouvelles catégories de demandeurs d'emploi sont venus s'inscrire à France Travail depuis le 1er janvier 2025. Les bénéficiaires d'un parcours social, donc RSA ou accompagnés en mission locale, et sont aujourd'hui inscrits automatiquement à France Travail. Ça impacte bien sûr votre marché, hein, puisque si vous travaillez avec des demandeurs d'emploi, eh bien, ils sont aujourd'hui beaucoup plus nombreux. Donc, deux nouvelles catégories statistiques de demandeurs d'emploi ont été créées hein, par un arrêté de décembre 2024. Et cette inscription est finalement la première étape pour eux dans un parcours d'accompagnement qui inclut très souvent une action de formation. Donc, vous renseigner finalement sur ces modifications est important. Nous vous avons proposé un dossier d'actualité Cap Métier et puis le référentiel officiel de diagnostic. Donc, ce référentiel, il est utilisé par ceux qui accompagnent les demandeurs d'emploi justement pour les orienter au mieux. Donc, connaître ces éléments est important aujourd'hui pour votre marché. Alors, ensuite, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais aujourd'hui, le portail Mes démarches emploi et formation est remplacé par EFP Connect. Ce portail, donc EFP Connect, vient centraliser les différents services que vous utilisez au quotidien, donc mon activité formation, EDOF, FSE+, le CRS, etc. La sécurité est renforcée. Hein. J'imagine qu'effectivement, ce changement intervient surtout dans ce cadre-là. Donc, plusieurs choses sont à savoir. Vous allez sur le site de FP Connect avoir des guides qui vous expliquent comment vous y connecter, puisque si vous aviez, comme c'est très probable, un nom d'utilisateur et un mot de passe sur l'ancien portail, il va falloir redemander un nouveau mot de passe. N'attendez pas de devoir faire votre bilan pédagogique et financier pour éventuellement aller recréer votre compte sur EFP Connect. Vous allez trouver aussi une foire aux questions et voilà, différents guides qui vont vous permettre de vous y aider. Ça, c'est typiquement le genre d'exploitation
à noter dans vos tableaux d'exploitation, hein. C'est très simple. Changement de la plateforme. Euh, Nous avons recréé notre mot de passe et nous utilisons désormais EFP Connect. C'est tout bête, mais c'est une exploitation valide pour la veille légale et réglementaire. Il y en aura d'autres, hein, on en citera plein. Déjà, dans tout ce que je vous ai dit, il y a sûrement des idées qui vous sont venues. Euh, c'est simple. Il faut tout simplement, quand vous avez une information, vous demandez quelle influence cette information va avoir sur vos process, qu'ils soient administratifs, de formation, commerciaux. Quel impact ça va avoir sur mon organisation? C'est ça l'exploitation. Quelle action je vais mener, quelle décision je vais prendre et je vais venir le noter systématiquement en face de mon contenu et de ma source pour pouvoir justifier de cette exploitation le jour de mon audit. Et ça vous permet aussi, au-delà de l'audit, encore une fois, de vous assurer du suivi de cette action. Parce que parfois, on peut avoir d'excellentes intentions, mais pas les mener au bout. Donc, si Calliope vous embête un peu avec cette idée d'exploitation, euh, demandez-vous si ça n'a pas une valeur quand même assez pertinente, puisque voilà, on est tous un petit peu pris dans nos agendas et parfois on collecte des informations en se disant elle me sera utile plus tard. Et bien là, voilà, on vous oblige un petit peu à aller plus loin et à envisager les impacts de ces informations sur vos process. Et c'est important de les suivre. Le financement de la formation. Alors ça, c'est un grand sujet qui nous préoccupe tous parce que effectivement, on voit les fonds de formation peuvent plutôt se réduire et les critères aussi se renforcer. Nous sommes en début d'année. Je vous invite particulièrement à aller consulter les critères de financement des OPCO et des FAF en ce début d'année 2025. Tout simplement vous rendant sur leur site. Vous allez trouver ces informations qui sont souvent liées à chaque branche. Donc, selon les branches avec lesquelles vous travaillez, ces critères peuvent varier, mais c'est forcément le socle de votre stratégie. Vous, vous devez les connaître, vous devez pouvoir en informer vos clients et surtout, éventuellement, si certains pans se réduisent, pouvoir rebondir sur d'autres. Donc, les critères de financement, ce sont des incontournables pour votre activité. Euh, La réduction du FNE formation, euh, vous l'avez remarqué déjà, ce FNE en 2024 était venu euh, se recentrer sur quelques thématiques, hein, la transition écologique, la transition alimentaire et agricole, la transition numérique et démographique sur la partie vieillissement de la population et petite enfance. Donc, des ciblages prioritaires avaient été établis. Les conventions qui étaient signées au plus tard au 31 décembre 2024 pouvaient être déployées jusqu'au 31 décembre 2025. Bon, pour 2025, pour l'instant, rien n'a été voté sur le sujet. Il y a eu des préconisations, tant du Sénat que de la Cour des comptes, qui indiquent qu'il serait souhaitable de faire un retour au niveau d'avant-crise, hein, puisqu'effectivement, le FNE est venu pendant la crise sanitaire compenser euh, des besoins de formation qui, voilà, par la baisse d'activité, pouvaient avoir une grande utilité. Donc, on est monté jusqu'à 265 millions d'euros en 2023. Forcément, ce montant n'est plus tenable aujourd'hui. Donc, la Cour des comptes et le Sénat préconisent de revenir à un niveau d'avant-crise qui est à 10 millions d'euros. Donc, vous voyez, c'est un grand écart. Ce qui signifie que si vous travaillez beaucoup avec cette modalité de financement, il est important de vous poser des questions. Je pense que vous les êtes déjà posées, sans aucun doute. Mais voilà, vous tenir informé de ces évolutions, c'est important. Donc, je vous invite à aller regarder les préconisations de la Cour des comptes parce qu'elles ne couvrent pas que cette modalité de financement, on va en reparler. Et finalement, que ce soit l'IGAS ou la Cour des comptes, ces rapports, qui peuvent être, je vous l'avoue, assez pénibles à consulter, sont quand même des indications très précieuses sur les futures décisions de l'État. Donc, ça vous permet d'anticiper, de bien comprendre ce que va être votre marché et de réorienter éventuellement vos actions.
fin du crédit d'impôt dirigeant. Il y avait effectivement un crédit d'impôt pour la formation des dirigeants. Il a pris fin au 31 décembre 2024 et pour l'instant, il n'est pas reconduit. On attend effectivement la loi de finances puisque tout est en stand-by. Mais voilà, est-ce qu'il sera reconduit? Rien n'est moins sûr pour le moment. Alors, la prise en compte du handicap, ça c'est un sujet particulièrement important. Les aides financières de la GFIP ont été mises à jour en ce début d'année 2025. Donc, pour rappel, les employeurs du secteur privé peuvent bénéficier d'aides financières, notamment de la GFIP, pour l'embauche et le travail des personnes en situation de handicap. Une aide financière existe également pour les organismes de formation et CFA, c'est l'aide à l'adaptation des situations de formation. Donc, je vous invite à consulter ce guide aide financière de la GFIP 2025 pour voir effectivement ce qui a changé et quels sont les niveaux aujourd'hui de prise en charge. Nous voulions aussi vous faire part de la plateforme de formation de la GFIP qui s'appelle Module Pro. Beaucoup de référents handicap la connaissent, mais finalement pas tous. Et c'est vrai que la GFIP a fait beaucoup d'efforts. Et puis, vous regarderez aussi au niveau régional, au niveau des CRFH de votre région, les actions qui sont menées. Il y a quand même aujourd'hui pas mal de modules de formation qui sont à votre disposition, référent handicap, pour maintenir vos compétences, hein. Vous savez que ça, c'est une exigence. Montrer que, effectivement, au-delà du simple vernis qu'on pourrait avoir en téléchargeant un guide, vous continuez à vous renseigner et à vous former. La GFIP a dû faire face forcément à un afflux massif de demandes de formation. Ils ne peuvent pas toujours répondre à ce besoin. Donc voilà, Module Pro vous propose des modules accessibles à tout moment en ligne. Je vous invite à aller les consulter. Et si vous le faites, bien évidemment, vous ne manquez pas de le noter au titre de l'indicateur 23. Vous en faites part aussi dans le cadre de l'indicateur 26. Pourquoi l'indicateur 23? Parce que la veille sur le handicap, elle se traite au niveau de l'indicateur 23, mais si vous le faites au niveau de l'indicateur 26, votre auditeur ne vous en voudra pas. Et vous notez aussi, si vous suivez ces modules, l'action exacte que vous avez suivie dans le cadre de l'entretien des compétences de l'indicateur 22. Nous avons, au niveau de nos experts veille formation, préparé un Padlet sur le handicap. Donc, nos clients le connaissent bien, ce Padlet. Il regroupe toutes les ressources que nous trouvons au quotidien, que nous avons donc agrégées par thématique. Donc, que ce soit par thématique de handicap ou les outils de formation, justement, développement de compétences des référents handicap, des guides, des MOOC, des webinaires. Voilà, ce Padlet, il est essentiel pour vous et il va venir vous donner beaucoup d'idées de compensation du handicap au sein de votre organisation. Parce qu'il ne faut pas croire que ce sont des grosses actions qui vous sont demandées. Déjà, c'est de connaître les possibilités qui vous sont offertes, d'éventuellement adapter vos supports parce que, bien sûr, on reçoit moins souvent des personnes avec des handicaps lourds, qu'ils soient physiques ou psychiques. En revanche, des personnes ayant des troubles 10, c'est très courant. Donc, vous posez ces questions et pouvoir présenter des adaptations, ça devient très important. Vous avez vu que dans le guide version 8 déjà, il y avait des renforcements par rapport à ça et on peut s'attendre à ce que ce soit la prochaine tendance si modification du guide il y a. Pour la branche des organismes de formation. Là aussi, c'est important que vous soyez bien au fait de ce qui s'y passe, notamment sur la partie sociale. Euh, Très souvent, des avenants à la convention collective sont publiés. Donc, sur le site de la branche, comme sur le site d'Acto, vous allez retrouver des informations précieuses, un panorama statistique, alors qui a été publié en 2024, mais effectivement sur des données 2023. Il sera sans doute actualisé bientôt. Vous allez retrouver justement les accords collectifs, les avenants, les dossiers sur la réglementation des OF. Là, on vous a remis un dossier de Cap Métier parce que Cap Métier fait ce travail de fourmi et surtout de mise à jour de façon très fréquente. Donc, ce sont des dossiers précieux. Et
la rémunération et la cotisation sociale des formateurs, elle varie. En début d'année, comme chaque année, le plafond journalier de la sécurité sociale change. Là, il est passé au 1er janvier de 213 euros à 216 euros à la suite d'un arrêté du 19 décembre 2024. Ben, cette modification, elle vient impacter notamment l'assiette forfaitaire journalière des formateurs occasionnels. Et donc, si vous faites appel à ces formateurs occasionnels, voilà, je vous invite à vérifier si effectivement vous avez changé vos éléments de paye. Sur Keros, petit focus, si vous proposez des formations financées par votre conseil régional, Keros est venu simplifier un petit peu les choses en vous proposant de pouvoir réinscrire un demandeur d'emploi qui serait sorti d'une session. Voilà, parce que parfois, effectivement, ce sont des abandons, mais parfois ce sont des arrêts qui ne sont pas forcément souhaités. Donc, vous pouvez reprendre ces dossiers. Voilà. Vous irez voir sur Keros ce qui vous est proposé. On passe à mon compte formation. Bon, là aussi, il y a eu pas mal de modifications cette année sur le CPF. Différents voilà, décrets arrêtés. Je vous ai remis les références que vous voyez ici. Donc, les changements majeurs sont venus impacter la sous-traitance dans le cadre du CPF. Hein. C'est ce que nous disions tout à l'heure dans le cadre de la V9 de Calliope. Aujourd'hui, il est important pour le donneur d'ordre de venir préciser au sous-traitant les détails de sa prestation. Donc l'objectif, le contenu, les moyens mis en œuvre, la temporalité, les modalités d'évaluation et de suivi, le tarif, etc. Tout doit être vraiment spécifiquement décrit. Le donneur d'ordre doit s'appliquer à respecter un plafond de mission sous-traité en pourcentage du CA réalisé. Ce pourcentage, il a été fixé à 80%. Il doit s'assurer du respect des obligations liées au statut du sous-traitant, donc s'assurer que son sous-traitant a bien un numéro de déclaration d'activité et qu'il détient Calliope s'il ne fait pas partie des exceptions identifiées par ces textes. On va les voir. Donc le sous-traitant, lui, doit bien sûr s'assurer qu'il dispose de toutes ces informations, parce que sinon ça va le mettre en difficulté. Il ne peut pas procéder à de la sous-traitance en cascade, c'est-à-dire lui-même sous-traiter à un autre organisme. Hein. Il doit assurer la formation pour laquelle il a été missionné. Il ne peut pas être sous-traitant si lui-même fait l'objet d'un déréférencement sur mon compte formation. Il doit détenir Calliope. Je précise, donc, c'est bien le sous-traitant dans le cadre du CPF, hein, pas le sous-traitant qui interviendrait pour une formation hors CPF, parce que ça aussi, ça a été une grosse confusion qu'on a entendue pendant toute l'année 2024. Donc, il doit détenir Calliope et aussi détenir directement la certification professionnelle sur laquelle il forme ou une habilitation à former sur celle-ci, mais il y a des exceptions. Si le sous-traitant est en régime microsocial, avec un CA annuel qui est inférieur à 77 700 euros, alors il est dispensé de la détention de Calliope et aussi de la certification professionnelle ou de l'habilitation. De la même manière, si le sous-traitant n'intervient que sur une partie du parcours de formation, qui ne constitue pas un bloc entier de compétences, alors il est dispensé de la détention directe de la certification professionnelle ou de l'habilitation. OK. Donc, en tant que donneur d'ordre, tout ça, c'est très important de l'avoir bien compris et de le vérifier. Le texte, donc, a fixé l'arrêté a fixé finalement à 80% le plafond du chiffre d'affaires encaissé via la plateforme Mon Compte Formation que ne devra pas dépasser le donneur d'ordre. Ça signifie qu'il faut effectivement bien avoir compris cette modalité de calcul. La participation, alors oui, il y a aussi bien sûr une participation obligatoire désormais du bénéficiaire, hein, vous le savez, c'est ce qu'on a appelé le reste à charge. Donc, ce montant de participation, il est revalorisé chaque année par arrêté en fonction de l'indice mensuel des prix à la consommation. Donc, il avait été tout d'abord fixé à 100 euros et puis depuis le 26 décembre 2024, applicable au 1er janvier, il est fixé désormais à 102,23 euros.
c'est important de le savoir et c'est important d'en informer vos bénéficiaires si effectivement vous êtes concerné, si vous dispensez des formations au CPF. Eh bien, une bonne idée d'exploitation, c'est bien sûr d'en informer vos équipes de toutes ces modifications, mais également vos bénéficiaires. D'accord? Donc, n'oubliez pas de le noter en tant qu'exploitation, puisque c'est assez évident, mais on n'y pense pas forcément. Je vous assure, pour voir au quotidien, pour faire au quotidien des audits, parfois cette veille légale et réglementaire, elle est négligée et l'exploitation n'est pas fournie, alors qu'il y a, ben, on le voit aujourd'hui, plein de choses potentielles à exploiter. Bien sûr, il y a eu aussi la mise à jour des CGU et des conditions particulières de EDOF. On en est à la version 12. Donc, si vous ne l'aviez pas téléchargé et consulté, bien faites-le d'urgence. Il y a un nouveau service qui a été proposé de prévisualisation des montants à facturer. Donc ça vous permet d'être certain que ce que vous allez facturer à la Caisse des dépôts est bien ce que la Caisse des dépôts attend et éventuellement de vous rapprocher d'eux si ce n'est pas le cas, en amont, plutôt que d'être dans une situation de blocage. Les guides EDOF, vous le savez, sont aussi souvent mis à jour. Donc en 2024, ces 3 guides que vous voyez ici, gérer un dossier de formation avec demande d'abondement France Travail, gérer un dossier d'entrée en formation, de l'entrée en formation à la déclaration du service fait et gérer une demande d'inscription ont été modifiés. Cette veille-là, elle n'est pas forcément facile à faire parce qu'il faut se rendre régulièrement sur la plateforme partie organisme d'EDOF pour aller regarder si ces guides ont été mis à jour et ce n'est pas toujours très explicite, mais c'est important de faire cette vérification régulièrement. Bon, bien sûr, si vous êtes abonné à Veille Formation, nous la faisons pour vous. Mais voilà, pour tous les autres qui ne le sont pas encore, je vous invite à y aller régulièrement. Un abonnement CPF a été prévu pour les ressortissants de l'AGFIS, c'est-à-dire que les dirigeants des secteurs du commerce, de l'industrie et des services vont pouvoir désormais bénéficier d'un abonnement de leur CPF par l'AGFIS. Donc, si effectivement vous travaillez avec ce type de bénéficiaires, n'hésitez pas à aller vous renseigner et à les renseigner à leur tour. Au niveau des contrôles, on en a parlé en introduction, les contrôles sont renforcés un petit peu dans tous les domaines. Alors, là-dessus sont sortis plusieurs textes en fin d'année. Un décret du 30 décembre 2024 qui introduit des mesures de contrôle très strictes pour les prestataires de formation référencés au CPF, en permettant à la Caisse des dépôts de collecter des données via des systèmes d'information. Qu'est-ce que sont ces données? Elles incluent des données fiscales, des données sociales, puisque aujourd'hui, on attend de vous, au-delà du respect des CGU de EDOF, que vous soyez en totale conformité avec vos autres obligations légales et réglementaires. Donc, l'accès à ces informations est total. Il est important qu'aujourd'hui, vous puissiez mettre à jour immédiatement vos informations fiscales et sociales quand il y a des changements. Par exemple, un changement d'adresse, un changement de statut. On voit régulièrement des différences entre ce qui est enregistré au greffe, ce qui est enregistré auprès de l'INSEE. Donc, pensez quand vous avez une mise à jour à faire, parce que ça, ce n'est pas du tout une question de malhonnêteté, c'est parfois une question juste d'oubli, mais ça peut poser de gros soucis. Allez faire ces changements auprès de l'INSEE, auprès du greffe, auprès de l'adresse et éventuellement du rectorat si vous êtes concerné. Voilà. Tous ces éléments seront croisés et regardés à la loupe. Il y a aussi des transmissions au niveau des infos relatives aux bénéficiaires, aux titulaires des certifications obtenues après, financement CPF. Donc, les ministères et les organismes certificateurs aujourd'hui doivent transmettre des données relatives à l'identification des personnes ainsi que des données relatives aux certifications professionnelles ou habilitations. Ils ont 3 mois pour le faire. Ces informations n'incluaient pas précédemment le code NIR, c'est-à-dire le numéro de sécurité sociale. C'est désormais le cas depuis le 30 décembre 2024. Donc, vous
devez modifier vos collectes d'informations pour avoir systématiquement le numéro de sécurité sociale à transmettre ensuite dans le cadre des infos relatives aux titulaires. C'est une information très importante. Enfin, la liste des prestataires déréférencés. Ça vous permet, vous, donneur d'ordre, de vérifier que votre sous-traitant est toujours référencé. Pourquoi c'est important? Puisque s'il ne l'est pas et que vous le faites intervenir, vous vous mettez en contradiction avec la loi. Donc, vous pouvez aujourd'hui vérifier via EDOF si le prestataire est toujours référencé. Je vous invite à le faire à chaque fois que vous signez une convention de sous-traitance. Une certification professionnelle. Deux mises à jour ont été faites, hein, la mise à jour des notices d'aide au dépôt, à la fois pour le RNCP et puis pour le répertoire spécifique. C'était en septembre 2024. Forcément, pour toute personne concernée par les certifications professionnelles, c'est essentiel. Euh, Nous vous proposons aussi d'aller consulter certains guides dont vous trouvez les références ici, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est important notamment pour les métiers émergents de connaître la liste et de connaître ce qu'attend France Compétences par rapport à cette liste de métiers émergents, puisque vous le savez, ils ouvrent droit à une procédure dérogatoire d'enregistrement. Que vous soyez concerné ou non, ça vous permet quand même de comprendre les tendances de votre marché, une fois encore, hein, de savoir quels sont voilà, ces métiers qui émergent et qui feront l'avenir, en tout cas qui sont identifiés comme tels par France Compétences. La liste annuelle a été mise à jour récemment, donc je vous invite à aller la consulter. InsertSup. InsertSup, c'est un outil qui a été lancé en 2023 et qui mesure l'emploi salarié des jeunes diplômés en France à 6, 12, 18, 24 et 30 mois après leur diplomation. Donc, vous vous doutez de l'utilité de cet outil. Il va vous permettre une analyse détaillée, plus détaillée encore parfois que les enquêtes d'insertion classiques. Bon, il reste limité à l'emploi salarié, hein, donc pour tout ce qui est profession libérale, ça ne fonctionnera pas. Mais voilà, ça vous donne à un rythme semestriel des indicateurs sur les différentes insertions professionnelles. Je vous laisserai découvrir cet outil et tous ses avantages, puisqu'il ne se limite pas juste aux chiffres, il va vraiment vous permettre voilà, d'éclairer les politiques, enfin d'avoir un éclairage sur les politiques publiques d'emploi, de formation, de guider éventuellement vos bénéficiaires sur les orientations à choisir et voilà, de vous adapter tout bêtement aux attentes de votre marché. La recherche détaillée des titres professionnels. Alors ça, c'est un autre outil, un portail sur lequel vous allez pouvoir, par titre, trouver tous les détails qui le concernent, notamment les réacs et les référentiels d'évaluation. Donc ça, c'est pareil, pour être sûr qu'on a toujours la dernière version à sa disposition. Si effectivement on dispense des formations sur les titres pro, c'est important de connaître ce portail. Enfin, format data. Alors, format data, c'est aussi un outil précieux puisque il va vous permettre de repérer en quelques clics les correspondances entre les blocs RNCP et les autres blocs de compétences. Donc, vous pouvez choisir le niveau de qualification souhaité, le statut de l'enregistrement, actif ou inactif. Ça va vous donner un niveau de correspondance pour vous aider à prendre une décision. Et voilà, donc en termes de repérage au niveau des certifications professionnelles, cet outil, vraiment, il est très important à connaître. Voilà, en ce qui concerne les certifications professionnelles, l'apprentissage. Alors, bon, vous avez vu que les niveaux de prise en charge ont pas mal varié ces derniers mois. Là, on est sur un référentiel à juillet, avec un décret de carence qui, lui aussi, date de juillet. Euh, Bon, on peut s'attendre à de nouvelles modifications dans le semestre, hein, j'imagine, mais voilà, pour l'instant, on est sur ces données-là. Quant aux aides aux employeurs, vous l'avez vu, au 31 décembre, normalement, elles devaient cesser et revenir sur ce qui était juste la base légale. Le gouvernement a annoncé finalement qu'elles allaient être prolongées via un décret. Aujourd'hui, le projet de décret est sorti, le projet simplement, hein. Il est entre les mains des instances pour avis. Il prévoit, du coup, ce décret,
6 000 euros maximum pour le recrutement d'apprentis en situation de handicap, 5 000 euros maximum pour les entreprises de moins de 250 salariés, 2 000 euros maximum pour les entreprises de 250 salariés et plus. Voilà, ça c'est ce qui a été annoncé. Il entrerait en vigueur pour les contrats qui sont conclus à compter du lendemain de la publication du décret. Donc, il est urgent d'attendre la publication de ce décret pour conclure de nouveaux contrats, si vous le pouvez. Je pense qu'il va intervenir d'ici la fin du mois, en tout cas, on l'espère. Et puis, il sera valable jusqu'au 31 décembre 2025, sachant qu'effectivement, vous l'avez compris, des préconisations de l'IGAS, de la Cour des comptes, entrent en jeu, euh, qui quand même vise à restreindre ces aides. Là, dans l'urgence, il faut bien prendre une décision, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même de nouvelles restrictions. Le budget de l'apprentissage a quand même atteint 16 millions, plus de 16 millions et demi en 2023 et 2024. Euh, et bon, forcément, on peut s'attendre à ce que l'État suive les recommandations de l'IGAS et de la Cour des comptes. Est-ce que ça interviendra sur les niveaux 6 et 7 comme il a été préconisé? Est-ce que ça va être une réforme des niveaux de prise en charge à nouveau? Ben, on ne sait pas trop. Voilà, vous pouvez consulter ces rapports qui sont quand même importants à connaître pour votre domaine d'activité. Il y a aussi dans les propositions de l'IGAS un rapport qui propose de réguler les CFA, et c'est pareil, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail cet après-midi, mais plus vous êtes informé en amont de ce qui potentiellement peut intervenir, plus vous pouvez réagir rapidement. Donc, je vous invite à aller les consulter. Apprentissage, toujours. Ce matin, enfin, hier plus précisément, le CERFA version 13 est sorti, ainsi que sa notice. Donc, il n'y a pas une grosse modification, hein. Le CERFA version 12 introduisait un nouveau type d'employeur public, numéro 30, établissement public industriel et commercial. La V13, par rapport à la V12, vient élargir les publics concernés par la RQTH. Voilà, donc je vous invite à aller regarder ces modifications via la notice. Vous avez, vous devez le savoir, un outil de génération automatique des contrats d'apprentissage. À ce matin, l'outil de génération automatique était toujours sur la V12, mais j'imagine qu'il va être mis à jour très rapidement. En tout cas, ça peut vous permettre de vérifier la conformité de vos contrats. Vous savez aussi que cette année est sortie la version 2 du Vademecum de l'apprentissage. L'objectif de ce document, qui bien sûr ne se substitue pas au cadre réglementaire, c'est de venir préciser des choses, notamment les modalités pratiques de gestion des contrats, et les évolutions doctrinales de la DGEFP par rapport à ça. Donc, pareil, Vademecum important à télécharger, à suivre si d'autres versions sortent, puisque ça favorise finalement la prise en charge de vos contrats et l'homogénéité de traitement entre les différents OPCO. Donc, c'est censé simplifier vos process administratifs. La mobilité aussi a connu des changements. Un texte est venu amender les contenus des conventions de mobilité des apprentis. Donc, ce texte, forcément, il faut que vous puissiez le transmettre à votre référent mobilité et éventuellement ajuster vos documents par rapport à ça. Donc, c'est une exploitation tout à fait valable. Il est venu créer de nouveaux articles pour organiser les dérogations qui sont possibles dans la conclusion de ces contrats mobilité entre l'entreprise d'accueil et l'organisme de formation à l'étranger. Voilà, donc je vous invite à aller regarder ces textes de près. Un programme absolument à connaître, c'est celui déployé par le réseau des Cariforef. Si vous ne le connaissez pas, ruez-vous dessus. Ce programme de professionnalisation, ce sont des webinaires qui couvrent les 14 missions des CFA et des OFA. Donc, les droits, devoirs des apprentis, la mobilité, justement, l'égalité, la mixité, la diversité, le handicap,
la cohérence de la formation CFA entreprise, la santé, la sécurité des apprentis, les discriminations, les recherches d'employeurs, les accompagnements sociaux, etc. Donc, ce programme, il faut absolument que vous le connaissiez, que vous alliez consulter ces webinaires. Vous allez trouver beaucoup d'idées d'exploitation euh, à l'issue de chacun de ces webinaires. Notez-les, c'est utile. Et ils sont plutôt très bien faits parce qu'ils collent vraiment aux attendus de vos missions. Et vous l'avez remarqué, aujourd'hui, le guide V8 fait ce parallèle. Alors, bien sûr, c'est toujours le cas dans la V9, mais c'est la V8 qui l'a introduit, fait ce parallèle entre les missions du CFA et les indicateurs Calliope. Pour vous aider à comprendre ça, nous avons aussi réalisé un Padlet apprentissage euh, dans lequel vous trouvez toutes les informations qui vous sont utiles et encore une fois classées par mission avec la correspondance de l'indicateur Calliope qui voilà, vraiment est très lié aujourd'hui aux missions des CFA. Vous pouvez le consulter et vous en servir. Nous le mettons à jour dès que de nouvelles informations apparaissent. La VAE et le bilan de compétences. Alors, forcément, il y a un petit peu moins d'informations sur ces deux catégories d'actions. Néanmoins, la VAE a connu une année compliquée, difficile. France VAE peine quand même à trouver son rythme de croisière. Il y a eu beaucoup de retard au financement des actions VAE. Ça a été compliqué pour les architectes de parcours. Bon, l'idée n'est pas de débattre du sujet ensemble aujourd'hui, mais en fait, nous sommes quand même de tout cœur avec vous parce que vous avez vécu une année avec des hauts et des bas très difficiles à gérer. Bon, à noter la simplification de la composition des jurys. Le jury aujourd'hui est composé finalement de au moins 2 personnes, dont au moins une des 2 personnes qualifiées au titre de la certification visée. Normalement, il doit y avoir autant de femmes que d'hommes voilà, dans ces jurys. Un président ou un responsable de jury est désigné parmi les membres. Voilà, donc à minima 2. Et il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Voilà, ça c'est ce qui est venu introduire un décret du 10 avril 2024. Il est venu aussi préciser le passage de la durée du congé VAE de 24 à 48 heures. Voilà. Euh, Pareil, Cap Métiers vous propose un dossier sur la VAE qui est enrichi régulièrement. Voilà. On n'a pas d'action chez Cap Métiers, hein, mais simplement, nous sommes basés en Nouvelle-Aquitaine et travaillons régulièrement avec eux. Et c'est un Cariforef régional qui a vraiment la vertu de proposer des dossiers de fonds. Donc, si vous ne le connaissez pas, et même si vous n'êtes pas dans notre région, je vous invite à aller vraiment regarder leurs dossiers de fonds. Ils sont très bien faits. Vous avez aussi le site de la DAVA Hauts-de-France qui vous propose une foire aux questions sur la VAE destinée aux professionnels, des guides et un café de discussion VAE. Je pense que peut-être les échanges sont importants pour cette catégorie d'action. Donc n'hésitez pas à aller consulter leur site. Je sais qu'ils sont très investis dans cette démarche. Le bilan de compétences, vous l'avez remarqué, on a passé dans le cadre du décret du 28 décembre 2023, donc effectivement ce fameux décret CPF, peut-être passé un peu inaperçu pour le bilan de compétences, on a passé la durée de conservation des documents de 1 à 3 ans. Voilà, donc ça c'est la seule vraie info légale et réglementaire pour le bilan de compétences, donc il ne fallait pas la rater. Elle était en 2023, mais bon, fin 2023, donc vous pouvez la prendre en compte sur 2024 sans souci. Veille formation a préparé aussi un Padlet orientation destiné justement à ceux qui sont concernés par l'orientation, donc les accompagnateurs VAE, les accompagnateurs en bilan de compétences, mais aussi bien sûr toutes les personnes qui orientent leurs bénéficiaires dans leur carrière. Donc, ce Padlet, il vient recenser de la même manière tous les outils, toutes les études dont vous auriez besoin, les sites utiles pour vous aider à orienter vos publics, à les accompagner, à les entraîner sur éventuellement, enfin leur proposer des outils d'entraînement sur
les, euh, les CV et les entretiens d'embauche, etc. Donc, vous pouvez consulter ce Padlet depuis notre site également. Voilà. Si je dois résumer ce qui a fait la tendance de la veille légale et réglementaire cette année, eh bien, effectivement, elle était riche, hein. Vous voyez que j'ai été, j'ai été vite. Je suis un petit peu désolée de ce rythme. Je pense qu'on aurait peut-être dû prévoir 2 heures, mais après, ça fait vraiment dense pour vous sur l'après-midi. Donc, c'était une année légale et réglementaire assez riche, des textes qui étaient parfois, pour certains, passés un peu inaperçus, ou des ressources qui sont passées inaperçues. On voit effectivement la tendance à la restriction budgétaire et aux contrôles qui sont renforcés, et on reste pour l'instant un peu dans l'incertitude tant que le budget définitif n'est pas encore voté. Donc, si on doit en retenir quelque chose, c'est bien que une veille régulière, explicite est nécessaire et que vous devez tracer ces éléments, les transmettre à vos équipes parce qu'ils les concernent, exploiter ces informations de façon régulière et décrire précisément cette exploitation. Ça, c'est pour répondre aux exigences de Calliope, mais encore une fois, pas que ça. Donc, j'ai vu passer rapidement dans le chat et dans les questions, quelques questions sur la plateforme. Vous pourrez retrouver des vidéos de présentation de la plateforme sur notre site. Mais en quelques mots, qu'est-ce que c'est Veille Formation, hein? Au-delà du compte LinkedIn, je vous le disais tout à l'heure, c'est effectivement une plateforme de veille. Elle vous facilite la veille. Pourquoi? Parce que nous faisons une veille sur plus de 400 sources. Quand je dis nous, ce sont des experts de la formation. Et en quoi c'est important? Parce que nous lisons ou nous écoutons, puisqu'on vous propose des articles, mais aussi des podcasts, des vidéos, des outils, des tutoriels, etc. Donc, nous consultons tous les contenus de veille que nous mettons sur la plateforme avant de vous les proposer. Ça nous permet de trier, d'être sûr de croiser nos sources. Ces sources, elles sont françaises, mais aussi belges, suisses et canadiennes, parce que nos cousins québécois sont plutôt en avance sur la partie innovation pédagogique et technologique. Elles couvrent les 4 thématiques de veille. Euh, Nous faisons aussi une veille sur les appels d'offres de formation ou d'appels d'offres d'ingénierie de certification. Ça vous est proposé également sur la plateforme. Elle est quotidienne, cette veille, et elle couvre beaucoup de plateformes d'appel d'offres. Donc là où vous passez du temps là-dessus, ben, voilà, vous retrouvez l'ensemble sur notre plateforme. Vous pouvez très facilement donc sélectionner les contenus qui vous correspondent, les filtrer. Ça, c'est très important parce que le but pour nous, c'est surtout que vous ne soyez pas noyé par ces informations et nous vous proposons de nombreux filtres pour y arriver. Cette veille, elle est également collaborative pour tous ceux qui s'interrogent dans les organisations sur le partage de la veille. Eh bien, sachez que voilà, nous avons inclus comme un réseau social de veille à l'intérieur de notre plateforme. Vous pouvez taguer, vous pouvez commenter cette veille et ça la fait vivre. Vous pouvez aussi la transmettre à l'externe, à vos bénéficiaires ou à vos sous-traitants via une newsletter qui est intégrée à notre outil. Et bien sûr, la force de Veille Formation, c'est d'inclure un plan d'action et d'exploitation, hein, ce que nous avons appelé le PADEX. Voilà, en quelques clics, vous allez pouvoir tracer la source, la date du contenu, indiquer l'action que vous souhaitez mener par rapport à ce contenu et la suivre, cette action, jusqu'à parfait achèvement. Ce qui fait que même les auditeurs finissent par nous recommander, en tout cas, ils nous connaissent bien et ça aide grandement à justifier de la réalisation de l'exploitation de sa veille le jour J, puisque vous pouvez directement montrer votre plan d'action à votre auditeur. Et bien sûr, comme nous le faisons aujourd'hui, nous vous proposons des décryptages parce qu'il ne s'agit pas simplement de vous abreuver d'informations, mais surtout de vous faire comprendre la portée de ces informations, de vous aider à les comprendre et à en saisir finalement les impacts pour vous. Alors, bonne nouvelle pour nos clients, et je sais qu'il y en a beaucoup qui assistent à ce webinaire aujourd'hui. Voilà, depuis aujourd'hui sur la plateforme, vous pouvez retrouver un bouton qui s'appelle Veille Format Club et dans lequel, en cochant webinaire du 21 janvier 2025, vous allez retrouver tous les contenus de veille dont j'ai parlé durant ce webinaire. Comme ça, vous pourrez les sélectionner, les ajouter à votre PADEX et nous avons aussi créé une colonne suggestions d'exploitation. Vous allez pouvoir consulter les suggestions d'exploitation pour ces contenus et donc vous en inspirer pour mener vos actions. Voilà, cette colonne, vous allez pouvoir la trouver dans les options. Vous rajoutez la colonne et elle sera tout de suite accessible. Voilà, ça nous permet de vous montrer à vous qui peut-être n'êtes pas encore abonné,
comment fonctionne la plateforme. Voilà, vous voyez, notre plan d'action, il est tout simple, hein. Il propose ben voilà, les contenus en notifiant leur titre, la source, la date, la catégorie de veille et en vous permettant d'ajouter votre action avec une date et d'en suivre la réalisation jusqu'à la fin en nommant, si vous le souhaitez d'ailleurs, un responsable d'action. Si vous voulez découvrir notre plateforme, eh bien, vous pouvez prendre rendez-vous pour une démo individuelle et personnalisée. Si vous le faites aujourd'hui, alors sachez que bien sûr, cette démo, elle est totalement gratuite et elle n'engage que votre curiosité et un peu de votre temps. Si vous prenez rendez-vous aujourd'hui, eh bien, vous allez bénéficier de 10% de remise sur votre premier abonnement annuel. Voilà, nous avons réservé cette offre pour notre premier webinaire. Donc, n'hésitez pas, vous avez un QR code là qui s'est affiché, mais vous pouvez retrouver la demande de démo en tête de notre site veilleformation.com. Voilà, si vous réservez votre créneau aujourd'hui de démo et que vous abonnez par la suite, vous bénéficierez de ces 10% de remise qui représentent un petit peu plus d'un mois d'abonnement. Donc, ce n'est pas rien comme offre. Voilà. Et avant de passer aux questions-réponses et de prendre vos questions, je vais vous poser moi une question. Si j'arrive à retrouver mon petit menu pour ça. Oui, je suis encore un petit peu novice sur les outils de sondage qu'on utilise. Alors, bon, je ne sais pas. Oui, retour, voilà. Voilà. Dans le cadre de nos projets, nous souhaiterions éventuellement vous proposer des formations. Donc, nous vous invitons à nous indiquer quelle formation, et vous pouvez en cocher plusieurs évidemment, vous serez utile. Voilà, puisque nous avons à disposition un réseau d'experts et nous souhaitons toujours mieux vous accompagner. Voilà, donc parmi nos projets, ils sont nombreux et on en reparlera, nous avons ce projet de formation. Donc, je vois que tout le monde commence à répondre et c'est super. Je vous laisse encore un petit temps pour répondre à ça et je vais commencer à regarder les questions qui m'ont été posées durant le webinaire et je pense qu'elles sont nombreuses. Alors, donc, je vais répondre à une question sur le handicap. OK. Si un des stagiaires a un handicap et qu'il n'a pas fait de démarche pour obtenir une reconnaissance handicap, l'OF doit-il l'accompagner dans sa démarche de reconnaissance? L'idée n'est pas que vous vous substituiez au bénéficiaire pour sa démarche de reconnaissance. L'idée est que vous puissiez l'orienter. Donc, que vous connaissiez les institutions suffisamment bien pour pouvoir lui indiquer comment faire sa démarche. Il y a tout un tas de guides aujourd'hui qui sont très bien faits là-dessus. Donc, ce qu'on attend de vous, c'est que vous puissiez lui transmettre éventuellement ce guide et lui proposer de se rapprocher du partenaire qui va lui permettre d'obtenir cette reconnaissance. Voilà. Donc, quand on vous demande, dans le cadre de l'indicateur 26, d'avoir une liste de partenaires, c'est bien pour répondre à ce type d'orientation, à ce type de demande. Donc, mettez votre liste à jour et potentiellement, voilà, vous pourrez mettre à disposition les coordonnées des personnes concernées dans votre région. C'est ça qui vous est demandé. Bien sûr, on ne vous demande pas de faire le dossier de reconnaissance pour votre bénéficiaire. Une question liée à l'audit de surveillance. Nous sous-traitons nos formations à un organisme Calliope qui met à disposition ses formateurs pour dispenser des formations réglementaires. Ce dernier refuse de me partager les supports utilisés lors des formations sous prétexte qu'il est Calliope et par conséquent, cela est suffisant pour ne pas les partager. A-t-il raison? Alors, c'est toujours très délicat cette question par rapport aux droits d'auteur et effectivement, ça vient cristalliser pas mal de comportements. Voilà. Donc, ce qui vous est demandé quand même, c'est de pouvoir, avant de proposer un support à vos bénéficiaires, pouvoir vérifier la qualité de ce qui est transmis. Donc, ce qu'on va vous inviter à faire, c'est que s'il ne veut pas vous le communiquer, vous le partager, à minima, vous êtes en droit de lui demander de le lire, de le consulter et de le valider. Voilà. Qu'il en garde la propriété, ça, c'est OK. De toute façon,
Si négociation il y a, vous pouvez aussi lui acheter son support et dans ce cas-là, le mettre dans la convention. Voilà, ce qui vous est quand même demandé, c'est de ne pas proposer à vos bénéficiaires un support dont vous n'auriez pas vérifié le contenu. Voilà, on ne peut pas, non, ça ne viendrait pas répondre aux exigences du référentiel. Euh, alors, lorsqu'on est un OF qui propose des formations sur l'accueil et l'accompagnement du handicap, y a-t-il des attentes particulières? Non, particulière, je ne vois pas la question. Je ne comprends pas votre question. Euh, Forcément, c'est votre thématique de formation, donc on va attendre de vous que vous ayez fait une veille, en l'occurrence, sur le cadre légal de l'accueil et de l'accompagnement du handicap un petit peu renforcé par rapport à un organisme lambda, en effet. Ça, ce serait dans le cadre de votre veille finalement métier, votre veille légale métier. Donc, pas d'exigence renforcée, la même exigence que tout organisme qui doit effectivement démontrer que sa veille métier lui permet de connaître les évolutions des métiers, des compétences et emplois de ces secteurs de formation. C'est l'indicateur 24. Voilà, pas plus, pas moins. Vous savez, le référentiel est le même pour tout le monde et il faut le prendre très simplement. C'est-à-dire, oui, euh, il est important de tout lire et de prendre les choses un petit peu au pied de la lettre, mais pas d'aller au-delà des exigences. Il s'applique à tous et parfois on va trop loin dans ces réflexions, pas assez sur d'autres. Voilà. Euh, Posez-vous la question, est-ce que pour un autre organisme, l'exigence serait différente? Voilà, on va vous demander d'avoir un niveau de connaissance de vos sujets qui est suffisant pardon, pour justifier de la dispense de vos formations. Après, les auditeurs ne sont pas non plus des contrôleurs. Ils ne sont pas là pour juger du contenu. Si vous respectez les exigences du référentiel, à savoir effectivement faire une veille métier et que vous la justifiez, que vous disposez de support et que dans le cadre de vos enquêtes de satisfaction, les bénéficiaires ne se plaignent pas de la qualité du fond de vos formations, nous n'avons pas à rentrer là-dedans. C'est important de le savoir. On n'est pas spécialiste de vos sujets de formation, donc c'est important qu'on ne n'outrepasse pas nos prérogatives en tant qu'auditeur. Donc oui, par rapport au contrat d'apprentissage, pas de rétroactivité sur les aides, non. Donc les contrats signés entre le 31/12/2024 et la parution du décret, eh bien, ils sont sous l'égide de l'aide unique, voilà, donc ils ne bénéficieront pas du nouveau décret, hein. C'est vraiment au lendemain de la parution du nouveau décret, qui n'est toujours pas paru, qu'on pourra bénéficier de la nouvelle aide à l'apprentissage. Donc c'est en cela où je vous invite à attendre la parution de ce décret. Si la date de l'audit de surveillance dépasse la date limite au-delà des 3 ans, alors je pense que vous parlez de l'audit de renouvellement. Je suppose qu'il faut retirer le logo Calliope du site internet et de nos locaux. Donc, l'audit de renouvellement, ce qui est important à comprendre, c'est qu'effectivement, votre certificat initial, il a une durée de 3 ans et à la fin, eh bien, effectivement, la certification tombe. Donc, si vous ne passez pas votre audit de renouvellement avant cette fin de certificat, effectivement, votre certificat n'est plus valable. Voilà. C'est pour ça que les organismes certificateurs vous invitent à prendre un petit peu de marge par rapport à ça, par rapport à cette fin de certificat, et à passer votre audit plutôt 4 mois, on va dire, en moyenne, avant la fin. Parce que si vous avez des non-conformités à lever, il vous faut le temps de lever ces non-conformités, et que voilà, au jour J de la fin de votre certificat, vous n'êtes plus certifié. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre à votre question, pardon. Mais oui, si vous avez dépassé cette date, alors enlevez le certificat et toute mention de votre certification sur votre site. Voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Quelle est la tolérance du délai pour l'audit de surveillance? L'audit de surveillance, il doit avoir lieu entre 14 et 22 mois par rapport à votre audit initial. Donc, on dit 18 mois par facilité. C'est entre 14 et 22 mois. Donc voilà, vous avez ce délai de latence. Euh, voilà, Nicolas me dit, je passe beaucoup de temps à récolter les informations et à insérer des liens dans un tableau Excel. Veille formation peut-il me simplifier cette gestion? Tout à fait.
tout à fait, Nicolas, et peut faire beaucoup d'autres choses pour vous d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on vous invite à réserver une démo avec nos équipes. Encore une fois, hein, ça n'engage que quelques minutes de votre temps et un peu de votre curiosité, et vous verrez en quoi on vient vous faciliter cette veille au quotidien. Voilà. Bon, je vois qu'il est 14h49. On s'était engagé à faire un peu plus d'une heure de webinaire. C'est le cas. Je ne veux pas vous retenir. Comment réserver cette démo, s'il vous plaît? Eh bien, donc, vous pouvez réserver cette démo, Nathalie, en vous connectant sur notre site veilleformation.com. Et en haut de la page d'accueil, vous allez trouver le lien de réservation de la démo. Mais j'en profite pour vous dire que vous allez aussi recevoir à la suite de ce webinaire un mail avec le lien vers le replay. Toutes les personnes qui ne sont pas clientes, les clients de Veille Formation retrouveront bien sûr le replay et le document de présentation sur notre plateforme. Donc, toutes les personnes qui ne sont pas clientes vont recevoir le lien vers le replay avec, s'il vous plaît, un lien vers un questionnaire pour qu'on voilà, qu'on vous rende toujours le meilleur service. C'est important pour nous que vous nous disiez comment nous améliorer. Donc, merci de prendre quelques minutes par rapport à ça. Et on vous remettra à cette occasion le lien de connexion vers notre agenda pour que vous puissiez réserver une démo. Et merci de votre intérêt. Merci de la question. Voilà. Écoutez, je vous propose juste de nous quitter en sachant que quand même, nous vous réservons un prochain webinaire qui aura lieu en mars, le 13 mars. Les réservations pour le webinaire ne sont pas encore ouvertes, mais voilà, c'est un sujet qui devrait intéresser pas mal d'entre vous. Certification professionnelle déposée ou pas. Donc, je serai accompagnée de Rim Gadas, qui est spécialiste de ce sujet et qui vous expliquera comment analyser l'opportunité de ce dépôt par rapport à votre situation. Est-ce qu'il faut déposer au RNCP ou au RS? C'est des questions qui se posent très souvent. Voilà, quelles questions il faut vous poser avant de vous lancer dans cette démarche qui peut parfois être longue et très engageante, et quelles sont les alternatives possibles en fonction de votre projet. Voilà, donc on vous remettra bien sûr le lien d'inscription sur tous nos réseaux et on vous informera aussi par mail pour ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas à nous rejoindre pour ce prochain webinaire. Je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre participation, de vos questions et je vous souhaite un très bel après-midi. Voilà, au plaisir de vous revoir. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez bien sûr nous les adresser. Nous serons ravis d'y répondre. Et je vous souhaite encore une fois un bel après-midi.